Podcap saison 2 épisode 10, c'est parti. Hello tout le monde, petite nouveauté en 2026, on a décidé avec Pierrick de ne plus continuer à utiliser le générique que vous connaissez, tout simplement parce que c'est un générique à la base on avait fait pour l'humour, parce qu'on voulait rajouter un peu de musique dans le Podcap, mais par manque de temps et de moyens on était passé par l'application Suno, qui est une application d'IA générative, un peu comme ChatGPT, mais pour la musique, et plus on avance avec l'IA, plus il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, notamment son impact écologique. Pierrick était déjà, lui, pas très fan de l'utilisation de l'IA d'un point de vue artiste et créateur, mais moi j'avais un peu forcé le truc pour la blague. Néanmoins, maintenant, je pense qu'il est temps qu'on s'engage un petit peu sur le sujet. Donc voilà, plus de générique, on va essayer de faire un autre générique avec un véritable compositeur, mais en attendant, on fera sans. J'espère que vous comprenez, on vous fait des gros bisous et je vous rends votre épisode parce que cette interlude était déjà beaucoup trop longue. Ciao. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrot ? Ça va parce que j'ai fait mon exercice de relaxation avant de venir. Oh. Ça faisait très longtemps et ça fait beaucoup de bien. Tu rouvres les yeux, t'as l'impression d'être foncedé. Et on a donc un Pierrick détendu avec nous ce soir. Ouais. Franchement, c'est rare. Tout va bien. Mes chakras sont ouverts. T'es pas énervé par tes voisins ? Alors. Ne me rappelle pas des choses comme ça parce que sinon. Est-ce que je sais que cet épisode va sortir tard dans le tard dans le mois de janvier, mais quand même on souhaite une très très bonne année à tous les auditeurs et auditrices. Bonne année. Je sais que toi tu t'en fous un peu de ça, mais non, mais je le dis quand les gens le disent. Ok. Parce que je suis poli. J'ai bien éduqué. Bonne année les copains. Mon cher Pierrot. Oui. Je crois qu'il y a un petit truc particulier pour débuter cette année 2026. C'est en cet épisode. On appelle ça un humain, Rémi. Ah merde. Pas un truc. Est-ce que t'es sûr qu'il est vraiment humain ? Ah, c'est à lui de nous le dire ou pas ? Il nous l'expliquera peut-être après. Mais avant de savoir de qui il s'agit, petite présentation. Les amis, aujourd'hui nous recevons un véritable puits de savoir et de curiosité. Journaliste vidéo pour le média Futura. Il nous parle de science et de culture générale. Il est également fou de cinéma comme nous. Aux commandes de sa chaîne personnelle, il partage des anecdotes passionnantes et ses reviews de séances. Comme moi, il adore le Ciao Kombucha menthe. Alors si vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait de mélanger Patrick Beau et Squeezie, eh bien nous, on a la réponse. Bienvenue à Tristan de la chaîne Les Anecdotes de Tristan. Bonjour messieurs. Ça va Tristan ? Ça va très bien. Merci encore pour cette invitation. Merci à toi d'être venu. Pour le coup, j'ai hâte de parler de Ciao Kombucha, de plein de jolies choses avec vous et merci encore. Alors pour donner un peu de contexte, on s'est rencontrés parce que tu étais l'invité d'une invitée à nous. Oui, c'est vrai. C'est oui. Exactement, mais c'est ça qui est cool, c'est que à force d'inviter des gens, on fait plein de rencontres et c'est super. Du coup, tu as été invité à notre soirée de projection du 16 décembre. On en parlait dans l'épisode avec Romain Jiménez, le prof de cinéma. Oui. Et du coup, on s'est rencontrés à cette occasion-là et on a été vraiment, ça a été un petit coup de foudre dans la soirée. On était très contents de faire ta connaissance. Surtout qu'on avait des points communs qu'on n'imaginait pas en fait. Oui. Ça c'est beau. Ça. J'adore. Nous avons tous les trois collaboré avec un autre média qu'on embrasse, Pelliculte. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez qu'ils avaient hébergé l'émission La Séance Grande, l'émission de cinéma qu'on avait sur Twitch. Du coup, Pelliculte était notre diffuseur. Et du coup, tu les connais aussi. Oui, très bien, je les embrasse. Pour le coup, c'était une très bonne expérience auprès d'eux. J'embrasse Alexis qui m'a fait confiance dès le moment où j'ai décidé de collaborer avec eux et de parler de ma passion première, qui est le cinéma. Eh ben, écoute, on embrasse aussi Alexis. Si jamais ses oreilles arrivent sur cet épisode, nous aussi également, on a passé un très bon moment avec Alexis, une très bonne année. Très cool, Alexis. Voilà. On lui fait une bonne pub, là. Je crois que là, j'avoue. Ils disent shout out. Tristan, est-ce que tu veux te présenter plus personnellement ou plus professionnellement plutôt qu'avec du Ciao Kombucha? Avec du Ciao Kombucha. Avec du Ciao Kombucha. Autant personnel que professionnel, comme tu veux. Je commence par quoi? Non, mais voilà, qui es-tu? Que fais-tu concrètement? Qui suis-je? Je suis journaliste, donc pour le média Futura, comme tu en as parlé. C'est surtout de la science. On traite de sujets liés à la santé, à la planète, mais surtout, et depuis que je suis arrivé, de sujets pop culture. Bon, du coup, liés de près ou de loin à la science. C'est pour ça qu'on m'a embauché là-bas. C'est en soi parce que je suis très passionné, tout ce qui est autour de la culture. Bon, principalement le cinéma, mais aussi de littérature, de jeux vidéo. Et c'est là que je me retrouve un peu embêté dans le sens où Futura, ça a été au départ quelque chose qui me semble
semblait c'était un peu bizarre dans le sens où au début on me disait on doit parler de science. Qu'est-ce que tu as à apporter dans ta manière de parler des choses, de tout ce que ce soit de la culture et du cinéma. Et moi au départ c'était un petit peu flou d'aborder ces sujets-là autour de la science. Puis après ça me paraissait de plus en plus évident parce que en fait dans le cinéma on voit de la science tout autour et pour le coup j'ai réussi à intégrer tout ce qui est sujet pop culture donc autour de la science et ça a commencé par Avatar. Curieusement. Voilà, on commence directement sur les chapeaux de roue avec Avatar et c'est à partir de là que Futura m'a fait confiance et que depuis ce début d'année 2026 ils m'ont autorisé à prendre les devants et à intégrer vraiment un domaine pop culture au sein même du média. Je trouve que les réseaux ont eu ça de bon avec la science et de réussir à rendre, parce qu'à l'école la science ça peut être des fois un peu boring comme on dit. Alors nous on a grandi avec l'iconique Jamie de C'est pas sorcier, mais ça a été un peu le premier qui a donné ensuite envie aux vulgarisateurs de se lancer sur les réseaux quoi. C'est exactement ça, c'est drôle que tu en parles parce que c'est vraiment la référence que j'ai quand je parle d'influence de personnes qui m'ont inspiré à devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est vraiment à travers mes petits DVD de C'est pas sorcier que je me suis dit moi aussi je peux parler de choses qui me plaisent à travers pas tout de suite des vidéos parce que je faisais pas ça à 10 ans mais au fur et à mesure ça aurait été un peu bizarre mais au fur et à mesure tout simplement transmettre les savoirs que j'ai. Et avant Futura bien sûr ça a été via des vidéos perso que je faisais dans un premier temps pour mes amis, pour moi, pour me faire kiffer. Puis après je m'étais dit autant le lancer en public et créer ce compte qui s'appelle du coup Anecdote de Tristan. Je parlais essentiellement d'anecdotes culturelles, puis après ça s'est approfondi et maintenant je parle de choses qui me plaisent, qui me passent par la tête et le but c'est simplement de me faire kiffer. Ok, merci pour cette belle introduction de ta personne. Alors on va reprendre les bonnes habitudes, c'est une nouvelle année, on n'a pas fait ça depuis longtemps, mais quand même, et ici, Tristan, on a l'habitude d'introduire nos épisodes avec des petites anecdotes personnelles, et avec un invité qui s'appelle les anecdotes de Tristan. Attention, la barre est placée très haute. Vous avez fait exprès. Oui, on avait tout prévu avant l'avance. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager, une anecdote personnelle? On t'écoute. Alors j'ai plein d'anecdotes, et d'anecdotes ciné, j'en ai à l'appel, parce que tout comme vous, je pense, j'aime beaucoup aller au cinéma, j'y vais quasi 3-4 fois par semaine, donc j'en ai eu des séances par moment, c'était un peu bizarre, des gens qui sentaient mauvais à côté de moi, des gens qui faisaient trop de bruit. Bon, ça c'est des trucs classiques, mais le cinéma, je reconnais. Ouais. Ah mais vraiment, mais il y a eu un moment genre totalement lunaire, c'était à mon cinéma de quartier lorsque j'habitais à Marseille, c'était pour la séance je crois des Guetteurs de la fille ou du fils de Shyamalan. Je crois que c'est sa fille. C'est sa fille, sa fille exactement. Sa fille, ouais. J'ai pas trop de souvenirs de ce film parce que je crois qu'après coup je le trouvais pas très bon. Mais lors de cette séance, en fait, je pense qu'ils se faisaient chier, mais il y avait des ados. Alors je sais pas ce que foutaient des ados dans un film qui était de base interdit au moins de 16 ans. Mais ils étaient très jeunes et en fait ils en ont profité durant quasi 3/4 du film à jouer à cache-cache. À jouer à cache-cache durant la séance, et tu les voyais en fait bouger, faire des sauts, et personne ne réagissait. Alors pourquoi pas moi? Tout simplement parce que j'avais la flemme. C'était une journée où j'étais fatigué, malade, j'avais juste envie d'être tranquille, j'avais pas la force de me battre, en fait, de combattre. Et je voyais ça, c'était le cirque, et en fait je comprenais rien à ce qui se passait, et vraiment il s'arrêtait pas. C'était horrible, et jusqu'à la fin, tu vois, jusqu'à la toute fin, et voire même, je crois qu'ils ont fait un cri pour dire allez, c'est fini. Tu m'étonnes que t'aies pas un bon souvenir du film non plus. Parce non. Que du coup, ça a dû te gâcher la séance, quoi. Ça m'a un petit peu gâché. Bon, après, j'ai essayé de me concentrer comme je pouvais, mais ouais. Punaise, heureusement là que j'ai fait mon exercice de relaxation, parce que sinon ça m'aurait. J'aurais pété la table. C'est sûr. Vous auriez tapé les ados. Tu connais pas Pierrick? Ah ouais. Taper non, mais non, je me serais levé, je serais allé le voir, et ouais. Je suis très peu tolérant dans une salle de cinéma. Ah, mais toute personne censée aurait juste giflé ces deux gamins, mais je sais pas. C'était une séance. Ils étaient que deux en plus. Ils étaient que deux, et dans la séance on était peu, mais je pense que c'est parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme moi, fatiguées, lassées de la vie et de ce film. À la limite, j'ai envie de te dire, c'est pas votre rôle. Non. Par contre, qu'il y ait personne du cinéma qui, avec une caméra, et pas personne. Durant toute la séance, il y a personne qui est venu. Tu regardes plusieurs caméras, et s'il y a personne qui vient te dire quoi que ce soit, tu vas pas aller. C'est sûr et certain. T'as autre chose à faire aussi. Mais sinon, en globalité, toutes mes séances de l'année se passent très
très bien. Maintenant, je suis sur Saint-Raphaël, dans mon petit cinéma de quartier. Ça se passe bien et voilà. J'ai pas cette chance-là, tu vois. Genre, souvent, je pense 2 séances sur 3, j'ai des gens qui parlent ou qui chuchotent, mais tu entends tout ce qu'ils disent. C'est insupportable. Non, moi, le moindre bruit, je ne peux pas. Non, moi je suis relativement tolérant parce que je pars du principe que c'est fait. Alors, ça dépend à quelle mesure, mais ça fait partie de l'expérience cinéma de partager un peu des bruits de salle. Des légers bruits de salle. Oui, léger. Je tolère le popcorn, je tolère le pssst de la canette qui s'ouvre. Alors que moi, ça, non. Voilà. Par contre, moi, ce qui me rend fou, c'est les gens qui tapent dans ton siège tout le film. Ça, c'est sûr, c'est décapitation directe. Mais... Ou le truc classique où genre il y a personne et la personne qui te rejoint après décide de se mettre juste devant toi ou juste derrière toi. Ah ouais, ça rend fou aussi. 10 000 places ça dans la salle. Bon, après, j'ai compris que c'est surtout parce que le milieu de la salle reste quand même l'endroit le plus important de la... Ouais, mais décale-toi au moins. Oui, au moins léger. Quand la salle est vide. Après, ils touchent les genoux et tout. Trop bizarre. Ils ont pas de safe place. Les gens. Mon cher Pierrick. Oui. Quelle est ton anecdote du jour? Ouh là là. Attends, tu m'as pris de court. Ah non, j'allais parler de mon film. Je suis bête. Oula, il est perturbé. T'es trop détendu. Je suis trop détendu. Mon anecdote du jour, c'est que en fait, il y a quelques jours, j'avais emmené ma copine à Nice pour un rendez-vous médical et tout le début de journée, j'avais fait du montage, donc je n'avais pas eu le temps de manger. Donc on va à Carrefour, je m'achète un sandwich triangle, je mange, je bois un coca, on rentre à la maison, je devais aller voir Soyez sympa en Bobinet qui repassait au Cinéum, présenté par justement Romain Jiménez, et je devais voir, tout à fait, et je devais voir au début du coup de la séance les courts-métrages de ces étudiants. Donc j'avais hâte. Sauf que, au moment de partir, j'ai eu la cagade. Ah merde, comme on dit chez nous. En fait, depuis qu'on était rentré, je sentais, j'étais allé une fois aux toilettes et j'étais pas ouf quoi. Et je me disais, est-ce que je me sens assez bien pour y aller? Je vais voir et tout. Sauf que au bout d'un moment, je suis retourné aux toilettes et le temps que j'ai passé là-bas, genre, je suis dans un autre endroit, au Connemara. Ouais, c'est ça. Et le temps que je sors des toilettes, c'était trop tard en fait pour aller au cinéma et j'avais largement. T'es resté 8 jours au chien. J'ai vu ma copine, j'ai fait, je crois que je vais rester là en fait. Pour toujours. Et ouais, je pense que le sandwich triangle m'a trahi malheureusement. Croisant mon expérience, une cagade, ça peut te gâcher une séance de cinéma. Oui, je me souviens. Je me souviens de ça. Et il m'a pas chié dessus, mais c'était pas loin. Non, en fait, pour l'anecdote, à une avant-première très importante pour la région en plus, parce que jeune réal français niçois surtout, qui a présenté son film au Cinéum. Et en fait, on a eu la bonne idée de se faire un Libanais juste avant. Et je sais pas si c'est la sauce ou quoi, mais j'ai raté un quart d'heure du film, quoi. Ouais, il a disparu. Et au bout d'un moment, je me dis, mais il va jamais revenir, en fait. On va sortir de la salle, il sera parti chez lui. Et à la fin de la séance, il me regarde, il me fait, mais j'ai cru vraiment que j'allais vous envoyer un message en mode, je rentre chez moi, je ne peux plus. C'était pas loin. Il était dans le mal. Hein. J'étais à 2 doigts d'annuler la soirée, ouais. Mais non, mais en plus, pour en revenir au sandwich triangle, au moment où je l'ai mangé, après, j'ai dit à ma copine, il était pas ouf. Le fromage était un peu dur, un peu sec. Écoute, et tout. On a un homme de science avec nous ce soir. Est-ce que tu peux rentrer dans la composition de ça? Ouais, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on avait concrètement? C'était un sandwich dont je tairais la marque. Mais l'emballage est orange. Décathlon. Est-ce qu'il finit par un O? Possiblement. Non, ou peut-être pas. Peut-être ça commence par un D. Je vois. J'ai un doute. Ok. Danao. Et c'était jambon cheddar parce que justement, j'ai pas voulu prendre œuf, mayonnaise, poulet rôti et tout. Parce que je me suis dit, là, c'est sûr, c'est la cagade. Ouais, c'est un piège. Et peut-être j'aurais dû. De toute façon, tout ce qui est produit animal, t'as plus de chances de tomber malade. Surtout quand c'est des produits ultra transformés. Enfin, moi, le problème, c'est que tout ce que je mange est ultra transformé. Comme un fantôme, ça passe au travers. Tu vois, désolé, hein, les gens. Ça fait longtemps qu'on parle de ta cagade, là. Hein. Ouais, écoutez, je suis nature peinture. J'adore ce podcast. Rémi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alors, moi, en petite anecdote, récemment, donc vendredi soir, j'étais donc à l'hôtel Casaros pour une prestation de tatouage. Ah oui. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, je suis tatoueur dans la vraie vie. IRL quand je n'anime pas un podcast. Et du coup, de temps en temps, je vais faire des prestations tatouage pendant des soirées à un hôtel qui s'appelle
s'appelle Casaros à Mandelieu. Et Casaros, ça fait une bonne année qu'ils ont monté le Casaros Comedy Club. Donc, ils sont en partenariat avec une prod qui s'appelle Slash Production. Flo, je t'embrasse. Flo est adorable, c'est la directrice de Slash Production. Et du coup, une fois par mois, le premier vendredi du mois, ils rassemblent 3 stand-uppers et ils font une soirée stand-up. Ouais, je l'ai très mal prononcé. Stand-upper. J'ai lancé un petit regard en mode. Moi-même, J'ai vu le jugement. En le prononçant, j'ai dit là, j'ai chié la prononciation. Mais bon, bref. Donc, ça fait, là, c'est le 4e où j'y vais, moi, pendant cette soirée-là, donc je tatoue. Et là, vendredi dernier, donc, il y avait dans la liste des humoristes, il y avait Yacine Bellous. Alors, je sais pas si vous connaissez Yacine Bellous, le duo iconique d'Edo. D'Edo, Yacine. Exactement, qui ont un podcast d'impro ensemble et tout. Et j'étais très content parce que je me suis dit, est-ce que j'arriverai à avoir un petit moment de papotage avec Yacine, ce que j'espérais fortement parce que j'aime beaucoup le personnage. Et au-delà de ça, en off, je te parlais du podcast Continue, tu m'intéresses de Patrick Beau. Et un des derniers que j'avais entendu, c'était celui avec Yacine. Et j'avais passé un super moment et j'avais envie de lui dire, comme une bonne groupie, et t'étais génial dans le podcast de Patrick Beau. J'ai pu le faire. Voilà, j'ai pu le faire. J'aurais fait ça, c'est c'était très cool parce qu'il y avait notre copain Anto de Adébrium qu'on embrasse, qui était également venu, lui, en tant que spectateur. Donc, en fait, après, en fin de soirée, on s'est bu une petite bière ensemble et puis on a vu Yacine et on a pu aller lui parler. On a passé un bon 20 minutes avec lui. Yacine est adorable. Voilà, sachez-le. Il a follow le Podcaps, donc c'est cool. C'est fou quand même. Cool. C'est très cool. C'est trop cool. C'est très parce que quand on lui a dit qu'on était podcasteur avec Anto, il a dit trop bien, mais moi aussi j'ai un podcast avec Dedo, et il nous a dit mais les gars, mais montez à Paris, on essaye de faire des trucs ensemble. Mais ce qui est fou, c'est que moi ce que je trouve dingue, excuse-moi je te coupe, vas-y. Mais c'est que t'avais un flingue à disposition pour lui mettre sur la tempe. Non, pas du tout. Le podcast quoi, genre Bien sûr. C'était évident. Ouais. Non, mais par contre c'était mignon parce qu'il a dit non, mais tu sens le professionnel de la relation publique, dans le sens où il nous a dit non, mais si vous montez à Paris, on essaie de faire un podcast ensemble. Et après il était vraiment en mode mais sans engagement, je peux rien vous promettre. Ouais, t'inquiète, nous on va pas oublier. Non, mais tu vois, à un moment on lui a dit avec Anto, mais on sait Yacine, t'inquiète, on sait que là tu bosses, donc c'est cool, mais en tout cas merci pour ta gentillesse et ça s'est super bien passé, c'était génial, c'était un super moment. Donc voilà. C'est ma petite anecdote. J'ai rencontré Yacine Bellous, c'est adorable. Ça fait plaisir quand tu rencontres des gens que t'aimes bien via la caméra. Et finalement, ils sont bien en vrai, quoi. Enfin, ils sont sympas en tout cas. Ah bah c'est des êtres humains, tout comme nous. Hein. Ouais, mais bon, il y a des êtres humains qui sont bien cons. Qui prennent la grosse tête. Voilà, et qui font des cache-cache dans le cinéma. Hein. Ne me reparle pas de ce traumatisme. Je l'ai enfoui et je l'ai redit, tu vois, parce que je vous adore. Merci. Bon, les amis, on a fait le tour des anecdotes du jour. On va pouvoir parler de cinéma, car c'est ce que nous faisons dans ce podcast. Let's go. Tristan, pour rassurer peut-être les personnes de ta communauté qui viendraient écouter cet épisode, sachez qu'il ne s'agit pas d'un podcast de cinéphiles élitistes. Pour nous, le cinéma se doit d'être inclusif. Donc l'idée avec le podcast, c'est vraiment de parler de cinéma comme si on était entre potes, tu vois, sur un petit canapé. T'as vu quoi récemment? J'ai vu ça, et il faut que tu ailles le voir ou que tu n'ailles pas le voir pour telle et telle raison. Très simplement, en détente. Avant de parler de cinéma, quelques remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Donc voilà, on dit un grand merci au Cinéum de Cannes et on va pouvoir parler de cinéma. Tristan, comme je t'expliquais en off, mais on va peut-être le répéter pour les personnes qui te découvriraient avec ce podcast. Chacun notre tour, on va parler des 2 derniers films qu'on a vus, le dernier film qu'on a vu au cinéma et le dernier film qu'on a vu sur une plateforme de streaming. Tu vas avoir, comme tu es notre invité, l'honneur de commencer. Avec plaisir. Cher Tristan, est-ce que tu te sens de nous faire deviner, d'essayer de nous faire deviner en tout cas le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Je suis pas très bon en devinette, mais je peux quand même essayer. Imaginez un acteur très connu qui a des cheveux longs et en slip blanc et qui chante. Oula. Ça vous dit quelque chose? Jared Leto. Non. En slip blanc. Alors c'est un film très récent. Ah ok, d'accord. Un acteur très connu, cheveux blancs. Non, cheveux longs. C'est un film. lisses. C'est un film américain? Oui.
Attends, mais il est dans le film, il est en slip? Il est dans le film, il y a un moment, il y a une scène qui était beaucoup le médiatisée. film avec Hugh Jackman, là? Oui. Sur le... Putain, où il chante avec... Oui. Ah là là, comment il s'appelle? Tu l'as sur le bout de la langue. Ouais, mais je ne le trouverai pas, je le sens, je le sens. Chante pour savoir. Hein. Ah putain, ah ça m'énerve. Rémi, t'as un truc? Ah bah j'étais même complètement, je vis dans ma grotte en ce moment. Oui, Je savais même pas qu'il y avait un film. Je savais même pas qu'il y avait un film avec Jackman. Je trouve qu'il est passé un peu inaperçu parce que par rapport à d'autres films, il n'a pas été assez médiatisé à mon goût. Mais c'est sur un air de blues. Oui, je savais qu'il y avait blues dans le titre. Mais je vois l'affiche. Putain, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait Jackman dedans. Voilà. Ouais. Très mauvais cinéphile ici. Il n'y a pas de souci. J'ai vu ce film un petit peu sur un coup de tête. Je l'ai vu la semaine dernière pour bien commencer l'année 2026. Oui, il y a un film qui, du coup, avec Hugh Jackman et Kate Hudson, qui raconte l'histoire de deux musiciens fauchés des années 90, si je dis pas de bêtises. Voilà, après moult péripéties, ils décident de former un groupe d'hommage d'un groupe qui s'appelle Neil Diamond. Okay. J'essaie de... Ah, Neil Diamond? Ah oui, Neil Diamond. Neil Diamond, ouais, ok, d'accord. Putain, la mauvaise prononciation. T'inquiète. Je suis très mauvais en musique. Et c'est un petit peu pour ça que je l'ai vu sur le coup de tête, parce que de base, c'est pas censé être un genre de film qui m'intéresse. Enfin, les biopics, en règle générale, c'est pas un style qui m'intéresse beaucoup, à moins que ça soit des chanteurs ou des auteurs qui m'intéressent, genre par exemple le prochain biopic sur Michael Jackson, bon forcément il m'intéresse, mais celui-là il était un peu obscur et je savais pas que c'était inspiré d'une histoire vraie. Je savais pas non plus. Ouais, c'est c'est une histoire vraie d'un couple, du coup le couple Sardina, du coup Mike Sardina et Claire, qui en gros comme j'ai dit c'était de base deux musiciens fauchés qui décident de monter un groupe d'hommage du coup à Neil Diamond. Et on va autant voir leur ascension, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes personnels. T'as d'un côté Mike qui gère, on va dire, ses problèmes après un dur traumatisme lié à la guerre du Vietnam. Tu as du coup le personnage de Kate Hudson qui doit gérer une période difficile de dépression, doit gérer sa famille qui est un petit peu en décomposition, il se parle vraiment plus, elle essaie vraiment de survivre, et de l'autre côté t'as le perso de Hugh Jackman qui pareil essaie de se reconstruire, de trouver un sens à sa vie après avoir réussi à être sobre, et du coup ces deux personnes vont se retrouver pour former ce groupe là, et le but du film c'est de montrer que classique, que la vie n'est pas tout rose dans un groupe de musique, surtout quand tu es un couple. C'est magnifiquement présenté et incarné par ces deux acteurs. C'est à la fois aussi un film à la fois très 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 intimiste, très personnel, qui parle de choses vraiment sérieuses, donc de dépression, d'addiction. Le film va souvent au bout des choses, sans trop spoiler. Donc on passe vraiment par des moments de pure tristesse, de moments où vraiment tu vois les persos qui craquent et qui finissent par par juste par craquer, mais t'as d'autres moments où vraiment on veut se détendre, on veut profiter de la vie, et ces acteurs le montrent par leur lien qui est très bien représenté. La chimie entre les deux acteurs, du coup Kate Hudson et Hugh Jackman, est très bien montrée dans le film. Autant dans les parties où il parle simplement, et les parties musicales, parce que du coup c'est un film musical où il y a beaucoup de musique. Je sais pas si vous êtes affilié à ça, si vous aimez beaucoup de base les musicaux. Enfin, moi j'aime pas les comédie musicale. Maintenant, si c'est plus une performance, genre comme une performance scénique dans le film, je suis client. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand tu me racontes une histoire alors que tu chantes et que tu fais des quadripètes en l'air, quoi. Ça me saoule un peu. Rémi, il aime pas le bonheur, en fait. Je suis très aigri. Ah, d'accord. Justement, ce film parle de bonheur. Ça parle de bonheur, ça parle de malheur, ça parle de que la vie n'est pas toujours facile, qu'on a nos problèmes personnels malgré tout, et c'est à la fois un film qui va au bout des choses, surtout quand on parle de choses sérieuses, mais d'un autre côté, je trouve, c'est ça le problème des films musicaux, c'est que par moment t'es en mode en fait, film avance, parce que ta partie musicale, je sais pas ce qu'elle est censée représenter, s'il y a une thématique ou quoi, mais juste, je trouve que c'est pas vraiment le bon moment. mais globalement, je trouve le film très satisfaisant d'un point de vue acting. Les acteurs sont irréprochables.
j'étais content de découvrir cette histoire-là, qui est assez intéressante. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur le couple Sardina, qui est à la fois une belle histoire de groupe et une belle histoire d'amour. Mais Hugh Jackman, je trouve qu'il est, on le voit dans beaucoup de films, et surtout pendant une grande période, la période X-Men, mais je trouve qu'il est sous-coté comme acteur. Oui. J'aimerais le voir dans plus de choses, notamment indépendantes ou quoi. Je pense qu'il peut... Je sais pas, j'ai pas cette image de Hugh Dans Jackman. The Fountain, je sais pas si t'as vu The Fountain. Bien sûr. Il était génial. C'est Aronofsky, ouais. bien sûr. Et je pense qu'il, je sais pas, il peut être mieux mis en avant en dehors que Wolverine. Moi, j'ai eu beaucoup de tartinades Jackman parce que j'ai une daronne qui est folle amoureuse de Jackman, et du coup, j'ai vu beaucoup de films où justement, il n'était pas juste Logan des X-Men. Un des premiers qui me vient là, par exemple, c'est Australia, où il joue avec j'ai pas aimé. Nicole Kidman. Et non, moi, je trouve que c'est un acteur qui a réussi à s'imposer dans le paysage cinématographique et qui est énormément respecté. Alors après, oui, il mériterait à ce qu'on le voit dans d'autres rôles. Ouais, je trouve qu'il fait beaucoup de musique, de films où il doit chanter, de trucs comme ça. J'aimerais le voir dans un registre vraiment. Le Prestige. Ouais, mais ça date. Et alors, ouais, ça fait maintenant ça fait quand même partie de ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, je parle de trucs un peu plus récents. Je veux dire. Là, il va jouer Robin des Bois avec A24. Et la bande-annonce donne très très envie. J'ai pas vu. Je regarde pas. C'est bien, c'est bien. On ne regarde plus les bandes annonces. Vous êtes des vrais. Franchement. Moi, je suis trop addict au réseau, donc je pouvais pas passer. Je comprends. J'y travaille moi. Souvent, la bande annonce t'induit en erreur, donc c'est pour ça que je la regarde. Soit ça raconte tout le film, ou soit ça spoil tout le film. Pas vraiment de surprise. Ouais. Vous avez raison. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais en vrai, j'étais un peu curieux du film. J'hésitais à aller le voir. Tu m'as quand même donné envie de le voir parce que j'aime bien les films musicaux, que ce soit comédie musicale ou juste biopic ou des choses comme ça. Et je suis assez client en tout cas. Donc ça a piqué ma curiosité. Ça sort globalement, je parle de Hugh Jackman parce que c'est l'acteur principal, mais même Kate Hudson aussi, ils sortent en soi de leur zone de confort. Tu sens qu'ils prennent plaisir, tu vois, à jouer ces rôles-là, à vraiment se donner à fond lors des moments intenses, tu vois, d'émotions. Mais non, pour le coup, c'est pas qu'un simple biopic musical. On parle vraiment de choses sérieuses, à la fois avec légèreté, mais aussi puissance. Ouais. Il y a une vraie performance et c'est ça. Un message derrière. Oui, un vrai propos, assez intéressant, sans trop spoiler, quoi. Mais globalement, une bien belle surprise pour commencer l'année 2026. Tu le vends très bien. Merci beaucoup. Mon cher Pierrick, quel est le dernier... Parce que j'ai le dos en compote. Mais tu fais ce que tu veux, les gens ne te voient pas. Non, mais parce que là, ça peut vous paraître très bizarre ce que je fais. Je confirme, c'est très bizarre. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma ? J'ai vu un film dont le réal aime bien faire sa propre musique. Ouais, ça me dit rien. C'est très pointu comme... Ouais, c'est... Ses initiales, c'est Gigi. Gigi. Du réal ? Oui, et c'est pas l'Amoroso. Tu aurais pu dire AA pour Alexandre Astier. Mais Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais non. Mais bon, ça date. Ce n'est pas Kaamelott. Gigi. C'est américain ? Ouais, dernièrement, il aime bien mettre Adam Driver dans ses films. Ah oui, c'est pas le truc Sister Brother machin là ? Oui, c'est Father, Mother, Sister Brother. C'est exactement ça. Father, Mother, Sister Brother de Jim Jarmusch. Okay. Ah, Jarmusch. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de pub autour de ce film. Pas du tout. Après, c'est très niche. Je t'avoue que je ne connais pas ce réalisateur. Justement, pour moi, c'est un réal. Dis-moi. Only Lovers Left Alive, il faut absolument le voir. Ok. The Dead Don't Die, il faut absolument le voir, même si tout le monde a chié dessus, ne te fie pas. Dont moi. Chier dessus, c'est un grand mot. Ah, Dead Don't Die, avec Adam Driver. Exactement, qui est passé au Festival de Cannes. Et je n'ai plus aucun souvenir de ça. Voilà. J'en suis désolé. En vrai, je trouve personnellement que Jim Jarmusch, son cinéma, ça passe ou ça casse. Bien sûr. Qui tout double. Donc là, je vous fais un pitch extrêmement rapide. C'est 3 histoires de famille. Voilà, c'est un film, 3 histoires différentes. C'est un super casting. Donc on a Adam Driver, Cate Blanchett, Charlotte Rampling, etc. La musique est super aussi pour le peu qu'il y a, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique dans ce film. C'est très sur les dialogues. Il n'y a pas énormément d'action, beaucoup de dialogues. Des dialogues justement très, qui mettent mal à l'aise en tout cas. Mais c'est le concept. À part dans la dernière histoire, c'est des familles qui ne voient pas trop d'intérêt à se parler, qui n'ont pas forcément envie de se parler, mais qui sont contraintes à se parler. Le problème, c'est que ce malaise, je l'ai vachement ressenti.
Et je me sentais pas ouf parce que Jim Jarmusch aime bien aussi mettre beaucoup de longueur. C'est son cinéma, hein, voilà, il est comme ça, on le sait très bien. Et j'ai des trucs à reprocher au film, mais vraiment le côté malaise, il est super bien foutu parce que quand tu te tapes une demi-heure de dialogue où tu te sens pas bien, c'est que c'est très bien fait. Par contre, j'ai pas trouvé d'intérêt au film. D'accord. Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller au cinéma ? Non. Alors, je m'explique. Dans le film, il y a des problèmes dans les histoires, comme dans beaucoup de films, mais il y a jamais de résolution. Ah oui, ça c'est embêtant. Du coup, Et t'es un du peu coup, frustré. ouais, tu restes sur ta fin, tu te dis là ça pourrait partir sur non, voilà, c'est fini. Et est-ce que c'est pas le reflet d'une certaine réalité Et je dans m'en le fiche, sens- je veux pas ma réalité au cinéma. C'est Non, la force de la famille. J'exagère, mais en fait, il t'installe toute une gêne, en tout cas pour les deux premières histoires, les deux premiers récits, une gêne qui ne mène à rien. Une gêne qui n'a pas de... C'est pas un peu du spoil ça ? Bah, en vrai, non. Parce que, en fait, c'est un film sur les dialogues. Il n'y a pas vraiment de... Oui, mais là tu dis clairement aux gens que les dialogues vont nulle part, quoi. Donc Ah bah au moins ils vont pas être déçus. T'es honnête. Bah franchement, si ça peut faire gagner du temps. Il y a une dame qui est sortie du film et qui a dit c'est le film le plus bizarre que j'ai jamais vu. Alors par contre ça je suis pas d'accord parce que c'est un film pas du tout bizarre, c'est juste que ça ne mène à rien. Mais donc madame, regardez plus de films. Bref, ouais, le rythme il est lent, il y a un lien ou plusieurs liens en tout cas entre chaque histoire, que ce soit un lien avec des objets, un lien via une phrase, un mot, quelque chose, mais il est inutile et franchement même pas dingue. Je vois pas, on aurait fait le même film sans les liens pas subtils entre les histoires, ça aurait été exactement la même chose. Donc je vois pas trop, j'aimerais bien lui demander premier degré pourquoi il a mis ça, quoi. Je vous donne un exemple, et c'est pas un vrai exemple, je vais pas spoiler. Dans une histoire, il va y avoir une bouteille de lait, je sais pas, à moitié pleine, tu vas retrouver la même dans l'histoire d'après, quoi. ok. On s'en fout. D'accord. Oui, on s'en fout, voilà. Oui. Et je terminerai avec le fait que je pense en tout cas que ça aurait été plus intéressant d'avoir une histoire développée pour chacun des récits en tout cas. Par exemple, un long métrage sur la première histoire, un autre sur la deuxième, un autre sur la troisième, ça aurait pu être une trilogie un peu dans un même univers. J'aurais trouvé ça vraiment plus intéressant, quoi. Il y a des trucs à développer, ça aurait pu mener quelque part, mais il s'arrête, il dit voilà, c'était l'histoire. Donc vraiment déçu. Je m'attendais à rien et comme on dit, je suis quand même déçu. Donc voilà, après en y allant, je sais que Jim Jarmusch, ça passe ou ça casse, donc voilà, je peux pas dire que je regrette d'y être allé, mais ça m'a plus ennuyé qu'autre chose en tout cas. Bah, tu m'as rappelé pourquoi j'ai oublié The Dead Don't Die, c'est parce que je me suis emmerdé dessus. Ah, bon, bah, Je suis très lent, désolé, hein. mais oui, c'est par rapport au rythme, parce que je trouve, maintenant que je sais qui est le réalisateur, je trouve le rythme pas du tout soutenu. Quoi. Après C'est la dommage. différence, je dirais, avec The Dead Don't Die, c'est que le rythme est problématique dans The Dead Don't Die peut-être, mais j'ai pas l'impression que c'est assumé et voulu. Alors que là, c'est assumé et voulu parce que ça crée de la gêne et tout. Franchement, l'histoire que j'ai préférée, c'est la dernière, mais elle ne mène pas à grand chose non plus, donc je trouve ça dommage. J'aurais préféré voir peut-être juste la dernière histoire en long, mais c'est dommage. Il y a des moments quand même assez marrants, mais c'est genré comme une comédie. Après, rappelez-vous qu'il y a plusieurs types de comédies différents, donc vous attendez pas à voir du Will Ferrell ou Oui, c'est sûr. ou du, je sais pas moi, du Christian Clavier ou des trucs comme ça, quoi. C'est pas dans ta face la comédie, quoi. Mais voilà, j'ai vu ça cet après-midi et moi aussi j'avais des gens qui parlaient dans ma salle, mais en fait le problème c'est que c'était tout le rang devant et deux dames à côté de moi, mais je l'avais senti venir, donc j'ai fait un espace entre nos fauteuils, et le problème c'est que si je disais à tout le monde de se taire, j'aurais passé l'heure 45, je sais pas combien de films à le faire, donc je me suis retenu, j'ai lancé des regards, mais ça ne changeait rien parce que les gens 40-50 ans visiblement ne savent pas se tenir à leur âge. Voilà. Ouais. Il y a pas que les jeunes, hein, c'est. Non, c'est souvent des vieux. Hein. Rémi. Ok, donc pas très bonne expérience avec. Je vois ce qu'il voulait faire, mais c'est pas pour moi. Potentiel gâché. Ok. Ouais, c'est pas pour moi. Je suis sûr qu'il trouvera son public. C'est Jim Jarmusch, évidemment. Mais... Je fais juste une parenthèse parce que du coup, je t'ai recommandé The Only Lovers Left Alive, mais si tu as du mal avec les films lents, voilà, trigger warning, c'est très très lent. Ok. Tous les Jarmusch. Il faudrait qu'il y ait juste c'est son style, quoi. C'est qu'il prend vraiment son temps, et lui, il n'aime pas le cinéma dynamique, quoi. Si on me dit que ça va pas au bout des choses et qu'il n'y a pas de conclusion. Ouais, de résolution. De résolution. Ouais. Oui, en mode à quoi ça sert au final? Je sais pas. C'est quoi le projet? Je pense qu'il a voulu montrer un certain
quotidien un peu délirant sans l'être, mais ouais, il s'est fait son truc, c'est un artiste, hein, écoute, mais c'est pas pour moi. Proposition artistique. Ouais, Chacun fait ce qu'il veut. Après voilà, je connaissais son style, j'ai pas vu tous ses films, mais je connais à peu près le style, et pourtant ça m'a quand même pas pris, quoi. Dommage, je lui dirais. Pour ma part, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'était l'immanquable de la fin d'année et du début d'année, de la fin 2025 et du début 2026. C'est le film de l'hiver que tout le monde a attendu. Je vous laisse deviner, évidemment. C'est des gens en bleu? Oui, entre autres, ils sont pas tout seuls. Des gens en bleu en slip? Exactement. Ok. Il s'agit bien évidemment de Avatar 3. Du coup, juste tour de table, toi, il me semble que tu l'as vu, même en avant-première. Oui. Paris, petit chanceux. J'étais l'un des premiers mondiaux à l'avoir vu. Ça, c'est la classe quand même. Ouais. Et toi, en bon petit aigri, tu te refuses à aller le voir au cinéma. C'est pas que je me refuse, c'est que c'est quand même 3 heures. Le 2, j'ai trouvé visuellement sublime, mais je me suis ennuyé, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs qui marchaient pas dans le scénar et tout. Et du coup, le 3, franchement, si pour me taper en plus des gens qui parlent pendant 3 heures, je préfère le voir chez moi quand je pourrais. Et puis voilà, j'ai une belle télé, ce sera jamais comme au cinéma en IMAX 3D évidemment. Oui. Mais je sais que je vais pas apprécier le film, donc ça sert à rien que j'aille le voir au cinéma, je préfère le voir autre chose. Ok. Eh ben écoutez, moi les gars, j'ai passé un excellent moment, mais je vais un peu développer parce qu'il y a à boire et à manger avec ce troisième volet. Mais néanmoins, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment dans le sens où quel bonheur de retourner à Pandora. Je l'ai vraiment vécu comme un retour dans un voyage comme si j'allais visiter un autre pays, tu vois. Enfin, Pandora, t'en as un Nice étoile, quoi, genre. T'es pas obligé d'aller en IMAX, quoi, vraiment. Écoute, c'est toi qui fais le montage, tu feras ce que tu veux de cette vanne. Allez. Donc, du coup. On avance. Aucun soutien, putain. Je dis rien. Et donc, du coup, oui, non, j'étais content de revoir ces personnages que je suis depuis 2009, quand même. Ça commence à devenir une franchise avec laquelle je grandis. Toujours visuellement exceptionnel, tu vois. J'avais vu Predator Badlands en 3D, c'est pas au niveau. Avatar, c'est au niveau, c'est fou. Ouais, tu m'étonnes. Et moi qui suis en général tout au fond de la salle parce que j'aime pas qu'on me tape dans le dos, donc je vais me garcer tout en haut de la salle pour éviter qu'on me tape. On est deux vieux aigris. Mais là, du coup, j'étais au 5e rang en salle IMAX, donc autant vous dire que j'étais dans l'écran. Ouais, putain. Et c'était génial. En IMAX, c'est chaud. C'était génial. Non, vraiment, c'était génial. Pourtant, j'adore bien me situer au milieu, mais là, c'est vraiment. Et alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que pour l'anecdote, j'y suis allé un dimanche matin à 9h. Le cinéma m'a ouvert une séance à 9h pour que les gens puissent y aller parce que ça remplit des salles. C'est cool. Et du coup, je m'étais retrouvé sur le dernier rang encore dispo et je me suis dit putain, vu le monde qu'il y a, ça va se remplir et ça me fait chier. J'ai pas envie qu'il y ait des gens à côté de moi, j'ai pas envie que ça parle. Ouais. Et en fait, non, j'étais le tout dernier de la salle, seul dans mon rang E face au film. Donc il y avait pour moi personne pour me faire chier. Tous les gens qui pouvaient me faire chier étaient loin derrière et comme la salle IMAX est grande, il y avait personne pour me taper dans le dos. Donc c'était vraiment, j'ai passé une séance de fou. Excellent. J'aurais dû venir juste pour ça. Je tape dans le dos, je m'en vais. Et du coup, pour parler un peu plus précisément du film, alors oui, il y a encore du copier-coller sur le 1 et le 2. Oui, ça n'avance pas beaucoup dans l'intrigue, ça tourne un peu en rond. Néanmoins, je pense, est-ce qu'on peut tout mettre à charge de Cameron ? Je ne sais pas. Parce que j'ai remarqué, je trouve que dans le film, il y a quand même des amorces de développement où je pense qu'il a voulu prendre des chemins novateurs. Et j'ai l'impression que la prod lui a un peu dit... Faut faire les 2 milliards, frérot. Donc, je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce que lui-même, il sait pas où il va avec sa franchise et du coup, il reste sur des terrains de sécurité et du coup, il nous a sorti un 3e fois le même film. Néanmoins, j'ai l'impression que le 3, c'est un peu le 2 que j'aurais aimé avoir. Dans le sens où il y a des trucs qui m'ont un peu agacé dans le 2, surtout sur les nouveaux personnages qui ont été présentés, sur comment ils arrivent dans l'univers. Ah, le reggaeman blanc, là. Entre autres, Spider, qui est génial dans le 3. Enfin, moi, je l'ai adoré dans le 3. Ok. Après, j'ai pas envie de spoiler les gens, mais après, qui n'a pas vu Avatar 3 en début 2026, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui se respectent. Des gens à cette table. Mais enfin voilà, il y a quand même des amorces de nouveautés, que ce soit dans Le Peuple des Cendres, qui est enfin des navis méchants. Moi, j'ai trouvé ça cool d'avoir enfin des méchants sur Pandora. Alors certes, on n'en fait pas grand-chose dans le film, ça prend pas une place immense dans le film. Néanmoins, ça reste de la nouveauté. J'aime beaucoup le développement du personnage de Quaritch parce que on sent
Qu'est-ce qui te fait rire? Ça me fait penser à Quidditch. C'est hilarant. Ah, mais j'ai rien dit, moi, c'est toi, continue. Finir cet Il est épisode. tellement pas intéressé qu'il fait des blagues. J'y peux rien, c'est automatique. Donc le personnage de Quaritch qui est l'éternel méchant depuis le 1. Alors ça, je fais juste une parenthèse, je vais petite balle perdue pour les fans de Star Wars, désolé Pierrick, mais à tous ceux qui nous disent ouais, c'est le même méchant depuis le 1, là, Palpatine. Voilà, allez vous faire enculer. Palpatine, c'est le même méchant dans tous les Star Wars et ça ne fait chier personne. Donc Quaritch a parfaitement le droit d'être le même méchant dans tous les avatars, ça ne me gêne absolument pas. T'inquiète pas, je respecte pas les opinions des gens qui aiment Avatar, mais c'est... D'accord. C'est dit. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, mais j'aime bien Quaritch dans le 3 parce qu'on sent qu'il vacille entre est-ce que je découvre ce nouveau monde qui s'ouvre à moi ou pas, parce que je rappelle c'est plus vraiment Quaritch, c'est une sauvegarde de sa mémoire dans un corps d'avatar. Donc Jake arrête pas de lui dire tout au long du film, regarde, ouvre tes nouveaux yeux et regarde le monde qui s'ouvre. Et j'aime bien, tu vois, chakra. Non, mais c'est un peu ça. Il y a des trucs. Le personnage de Spider qui m'a agacé dans le 2 parce qu'il est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe dans l'univers Avatar. Comme une dread sur la soupe. Il est insupportable. On dit un ou une dread? Je crois qu'on dit une dread. Okay. Mais je suis vraiment pas sûr parce que ethniquement, comme tu le vois, je ne maîtrise pas les dreadlocks. Je vais demander directement à l'acteur, j'ai sans compte. Ah bah je t'en prie. Et même, pareil, j'ai pas envie de spoiler, mais il se passe un truc avec Spider qui est une vraie nouveauté. Alors j'ai entendu des critiques par rapport à cette nouveauté. Néanmoins, pour moi, ça pose un nouvel enjeu dans la franchise Avatar. Je peux pas trop développer sans spoiler, mais j'ai pas vu le film, mais je crois savoir de quoi. Sachez qu'il se passe un truc avec Spider qui apporte vraiment justement de l'enjeu. Donc voilà, en fait, je me suis consolé. Alors, c'est vrai que la dernière demi-heure du film, j'étais en mode, franchement, vous auriez pu faire un effort, quoi. Là, c'est le 2, quoi. C'est à la seconde près, c'est toutes les scènes du 2. C'est parce que je crois que le 2 et 3 qu'un film. Ouais, en fait, ils ont été filmés en même temps, ouais. Ouais, mais lui, il voulait faire qu'un, et je crois qu'il s'est dit, si j'en faisais 2. C'est ça, exactement. Voilà. Ça a été pensé pour un seul et même film qui a été tourné en même temps, et c'est vrai que. Mais ça se ressent énormément. Je peux que te rejoindre sur ça. Ça se ressent énormément, et même moi, sur la fin, alors que franchement, les 2h30 de film, j'étais vraiment en mode, ça va, les gens, ils ragent pour rien. Enfin, c'est gratuit, la dragée sur Avatar. Là, sur la fin, j'étais un peu en mode, je souffle un peu. Parce que j'ai déjà vu ce que tu es en train de me montrer. Du coup, pour te donner une anecdote, j'étais à côté, durant la projection, à côté de quelqu'un qui... À côté de Cameron. Voilà, exactement, James. Qui me tenait la main pendant le film. C'était très personnel. D'un autre journaliste qui regardait, et à un moment donné, il m'a dit, mais attends, c'est quoi cette scène? On dirait le 2, la fin du 2. Ils sont tous bleus. Ouais, ils sont... Attends, c'est Pocahontas en bleu. Arrêtez avec cette critique, c'est horrible. Mais ouais, non, mais je comprends les critiques envers ce film. Mais moi, personnellement, j'ai fait une critique là-dessus, sur ce sentiment de déjà vu, ce sentiment où on tourne en boucle. Je pense que j'ai été un petit peu trop méchant, dans le sens où le principe même du film, ça n'a pas été d'être une histoire complexe, une histoire simple, qui amène à une certaine conclusion, bon certes qui est sujet à débat, mais globalement je comprends James Cameron sur sa volonté de ramener les gens au cinéma. Ce genre de film est là pour capter l'attention, capter l'audience, et comme tu l'as dit, l'objectif c'est de pouvoir faire ces 2 milliards, pour ramener le plus de gens possible, et donc passer par potentiellement un scénario qui n'a pas de faille, donc un scénario qui est très simple à faire, donc peut-être que c'était voulu, de faire une sorte de boucle. Mais alors, pour le défendre une dernière fois, et je trouve ça très vrai ce que tu viens de dire, pertinent, ça va me permettre de rebondir. Pardon. Merci, j'attendais que tu rebondisses. C'est la blague. Mais un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est que on se plaint, surtout de nous, fans de cinéma. Quand je dis nous, c'est toute la communauté des créateurs de contenu autour du cinéma. On se plaint que les salles de cinéma se vident. Et là, quel bonheur, personnellement, ça n'engage que moi, mais quel bonheur d'avoir vu le cinéma dans lequel je vais quasi 3 fois par semaine rempli toute la journée, avec une salle qui débandait pas, avec une file d'attente. Tu rentres dans la salle, tous les sièges sont pleins. Et alors, je sais ce que tu vas me dire, Pierrick. C'est dommage que ce soit pour un film aussi creux qu'Avatar 3. Néanmoins, quel autre film aujourd'hui propose un aussi grand rassemblement au cinéma? Et je préfère que ce soit autour d'un thème comme Avatar, qui a quand même des valeurs qui sont assez nobles, c'est-à-dire le respect, l'écologie, tout ça. Je préfère ça sur un Avatar que sur un Avengers. Mais ça n'engage que moi, tu vois. Je peux plus défendre Marvel, donc oui, il n'y a plus rien à défendre. Il n'y a plus rien. C'est fini. Je m'en fous de Doomsday. J'ai dit Avengers, j'aurais pu dire Fast and Furious. Tu vois, parce que... Ouais, voilà. Mais voilà, je préfère. Mais c'est ce que je préfère qu'on pète le 2 milliards. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et que ça ramène du monde en salle avec un film qui a une bienveillance comme Avatar.
c'est un peu hypocrite parce que le film à produire est extrêmement polluant. Néanmoins, le message qu'il véhicule au plus grand nombre de personnes qui vont le voir, c'est quand même un message qui est assez beau et qui est porteur de belles valeurs. Donc, j'ai passé un très bon moment. Néanmoins, pour moi, il faut voir le 2 et le 3 comme un tout et vraiment pas s'attendre à avoir des nouveautés révolutionnaires dans la saga Avatar avec ce troisième épisode. Il disait je crois que le 2 ça a pris 9 ans pour le faire, donc évidemment il y a eu des nouveautés technologiques et tout de malade, mais évidemment comme le 3 il a été tourné en même temps ou genre un an après ou je sais pas quoi, et il a dit vous attendez pas à avoir plus de grosses révolutions. Par contre, si je puis être honnête, moi j'attends plus la révolution technologique, elle arrivera plus. Je vais faire plus technologique que ce qu'il fait actuellement, c'est ouf quoi. À part aller le voir dans la bulle à Los Angeles. Le dôme là, en 360 degrés, ça donne envie. Oui, ça donne envie de Matrix. Fou. J'ai vu. C'est toi qui m'avais envoyé, je crois. Probable. Des images de Matrix dans la bulle, ça doit être fou. Bref, moi la révolution technologique, je l'attends plus dans Avatar. Par contre, même moi qui défends plus ou moins le film et qui ai passé un très bon moment, je le dis honnêtement, si le 4 c'est encore pareil, il y a un moment stop. Alors pas stop, je les verrai toujours parce que j'ai envie de. C'est comme Star Wars, j'irai quand même finir par y aller parce que tout. Non mais j'irai quand même parce que je suis vraiment content de retrouver les personnages. Encore une fois, c'est des personnages avec qui j'ai grandi et tout. Mais par contre, si dans le 4 il refait un truc qui boucle encore comme ça, et à ce moment-là, je dirais ok, moi peut-être que j'aime la franchise, mais je comprends que les gens commencent à te taper sur les doigts sérieusement. Et toi, Tristan, tu as eu l'occasion d'interviewer une partie du casting, il me semble. Oui, tout à fait. À l'occasion de l'avant-première européenne, j'ai pu aller à Paris interviewer certains acteurs, notamment celui qui joue Spider, Jack Champion, celle qui joue la copine de Loak, du coup le frère, l'un des fils de Sully, Tyria, l'actrice Bailey Bass, et la petite Took, du coup la petite fille de Sully. Et malheureusement, mis à part le personnage de Spider, c'est les deux autres personnages, donc Tyria et Took, n'étaient pas très importants dans ce film-là. C'est vrai. C'est des personnages secondaires voire tertiaires, et c'était, je trouve, un peu dommage. Mais non, une très belle expérience où j'ai pu discuter, même si c'était que quelques minutes. J'ai pu parler d'écologie, j'ai pu parler de rapport à la technologie, notamment avec la technique de la performance capture, ou comment est-ce qu'ils ont géré tout cet environnement technique face au jeu d'acting de base. Et pour le coup, c'était très intéressant. Je referais bien une interview avec James Cameron, mais il était trop occupé. J'ai demandé une simple question, ils m'ont dit non. Voilà. Étonnant. Ouais, très très étonnant. Mais tu vois, j'ai réussi à ouvrir la porte de Disney. J'attends à. Ça viendra. À ce qu'il y aura d'autres occasions. Bientôt Mickey, tu sais pas. Bientôt Mickey. Merci pour les questions. Plutôt. Non, mais en vrai, c'est assez stylé de se dire on est invité pour aller à Paris. Même moi, si Avatar, ça me prend. J'avais aimé le 1, mais après le 2, voilà quoi. Je me serais dit oui. Stylé. Non, mais j'en suis très très reconnaissant. Tu peux être fier, franchement. J'en suis très fier. Allez voir les vidéos sur Futura. Allez-y. Je les ai produits de A à Z, s'il vous plaît. Allez les voir. On le taguera évidemment. De toute façon, on mettra évidemment les links vers les réseaux Futura et les anecdotes de Tristan en bio de cet épisode. Les amis, on a fait le tour de la section cinéma. On va pouvoir passer au dernier film que nous avons vu sur plateforme de streaming. Tristan, est-ce que tu peux nous faire deviner le dernier film que tu as vu sur plateforme ? C'était un film que j'ai vu hier soir. Je crois qu'il est sorti en 2006. Imaginez l'actrice qui joue Catwoman dans la trilogie The Dark Knight, qui s'habille chic. Le diable s'habille en bras. Voilà, c'était. Je crois que j'ai vu ta story en plus. Voilà. Ça doit être pour ça que je suis très mauvais à ça. Okay. Le diable s'habille en Prada. Oui, incroyable. Exactement. Que tu nous aies ressorti. Longtemps. Ouais. Je ne l'avais jamais vu, et pour le coup, parce que j'ai vu la bande-annonce du 2, le 2 qui sort très bientôt, je crois, en avril 2026. Ouais, bien sûr. Et je me devais au moins de voir ce film qui, pour beaucoup de gens dans ma communauté, trouvent que c'est un excellent film. Et c'est un film qui a vraiment marqué son année de sortie. Et qui a marqué sa génération, autant les filles que les garçons. C'est un truc générationnel, et pour le coup porté par ces actrices qui sont, je trouve, incroyable. Et même le pitch de base, c'est l'histoire de Andy, je crois, c'est ça, qui est journaliste et qui décide de passer un entretien dans le fabuleux journal New Way, qui est dirigé par une certaine Miranda, la rédactrice en chef du magazine, qui est jouée du coup par Meryl Streep, et qui du coup est une personne qui est horrible dans tous les sens du terme, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. C'est une diablesse qui pour le coup va faire la misère à la pauvre Anna Tawai, qui va essayer de faire comme elle peut. Elle est d'abord
recrutée en tant que deuxième assistante, parce que du coup la première assistante est jouée par Emily Blunt, et du coup Ah oui, c'est vrai. il y a Emily Blunt ouais, dans ce film. ouais. Pour le coup, j'étais assez surpris parce que j'avais oublié qu'elle était dans ce film-là, alors qu'elle fait partie du trio Ouais. d'actrices dans ce film. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est sur cet aspect jouissif, en mode jusqu'où le personnage de Meryl Streep va aller pour faire vivre un enfer au personnage d'Anna Hathaway. Et ce qui est intéressant, c'est du coup l'impact que ça va avoir sur le personnage d'Andy, sur le plan personnel. Le film va rentrer dans cette boucle un petit peu malsaine, où le personnage d'Andy est à la fois content d'être là, de faire ce boulot, mais qui d'un autre côté est horrible parce que du coup elle est obligée de penser qu'à ce boulot-là, se contenter de faire les tâches pour Miranda, de mettre de côté du coup sa vie amoureuse. Et ce qui est intéressant, c'est voilà ce côté où elle se bat à la fois pour préserver sa vie personnelle, mais en même temps, elle aime bien ce qu'elle fait, tu vois, dans sa vie pro. Elle est en folie sur tout ce qui se passe, voilà, dans cette rédaction entourée de, voilà, c'est un magazine de mode, hein, je l'ai pas précisé, mais c'est une rédaction pour un magazine de mode. Elle est dans cet univers-là où tous les gens jugent par les apparences, par le côté extérieur, le côté superficiel. Et bah, petit à petit, elle va prendre goût à cet univers-là et peut-être, potentiellement, devenir comme l'une de ces personnes qui sont dedans. Et c'est très jouissif. C'est marrant que tu parles de ce film parce que je le mets vraiment dans la catégorie. Est-ce que c'est un film qui a bien vieilli avec le temps, et surtout parce que c'est un film qui aborde peut-être des façons de voir l'univers du monde du travail qui ont, je pense, considérablement changé depuis son époque où il est sorti, avec toute cette toxicité autour du patron. Et justement, comme tu dis, c'est le métier de mes rêves, mais mon patron est toxique, donc j'accepte que mon patron soit toxique. Et de mémoire, parce que moi ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois qu'en tant que spectateur, on a quand même ce truc un peu, je m'attache un peu à Miranda. C'est comme le personnage d'Anna Hathaway, tu t'attaches, t'es en mode j'adore cette relation toxique et tu veux pas t'en détacher. Et je trouve qu'on romantise vachement ce truc de ouais, c'est sa patronne toxique, mais justement ça va faire d'elle une meilleure personne. Et je sais pas si comment dire, cette philosophie qui accompagne le monde du travail, elle est encore digérable en 2026, tu vois. C'est une portée assez universelle, notamment par sa fin, qui dévoile un petit peu toute la subtilité de ce film sur nos relations toxiques en règle générale, jusqu'où on peut aller, voilà, dans le boulot, jusqu'où ça peut aller dans notre vie personnelle. Est-ce que tu l'acceptes pas? Mais en tout cas, je trouve que même encore aujourd'hui, c'est un film qui se voit, qui a pour vocation de faire parler aux gens autant dans le monde perso que dans le monde pro, et qui est porté par ces actrices qui sont vraiment sublimes. Elles sont géniales. Faudrait que je redonne une chance à ce film parce que je sais que c'est devenu un classique, mais t'avais pas aimé, toi? Ça m'avait rien fait, tu vois. C'était ouais, je le voyais un peu comme alors je sais que ça n'a rien à voir, mais un peu comme les trucs genre Lolita malgré moi et tout. La revanche d'une blonde. Ouais, vraiment. J'ai vu d'ailleurs La revanche d'une blonde. Ah bah voilà. par curiosité. Mais voilà, contrairement à La revanche d'une blonde, je vois ça comme un truc un peu chill, que tu regardes comme ça, en mode la morale de l'histoire, ouais, ok, elle est banale. Mais là, je trouve que dans Le Diable s'habille en Prada, c'est tout ce côté voilà, subtil, un message subtil sur voilà, notre rapport à la toxicité dans le monde pro et le monde perso. Je trouvais ça assez intéressant. Et je l'ai vu, j'avais pas encore travaillé, j'étais plus petit, donc peut-être que maintenant ma vision a changé. Voilà la catégorie de film dans laquelle tu le classes, mais de mon point de vue, il est un cran au-dessus. Ouais, bah apparemment. C'est ce que j'allais dire. Mais je sais que j'ai possiblement tort puisque tout le monde dit ça, mais il faudrait que je redonne une chance au film. Ouais. En vrai, j'y pense depuis un moment. Et du coup, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire dans le 2. J'ai pas vu de la bande-annonce. Il sort quand Le Diable s'habille en Prada 2 ? Si je m'en souviens bien, ce sera fin avril 2026. Ouais. Ah déjà ? Ouais. Ok, d'accord. Déjà. Ok, cool. Est-ce que ça serait marrant que Anna Hathaway devienne Miranda ? Tiens. Ça serait trop facile. Ouais, transforme. Ouais. Ça serait trop. T'es en forme ce soir. Hein. Ouais, j'ai fait ma relaxation. Non, mais ça serait trop facile et en même temps, ça serait marrant que ce soit Anna Hathaway qui devienne Miranda. Ouais, mais ce serait un peu. Tu vois, genre, tu l'as deviné, quoi. Ouais, oui. C'est un peu gros. C'est pour ça que je dis c'est trop facile. Mais j'ai confiance, on verra bien, mais ils ont pris le temps, voilà, pour ce film, à ce qui paraît, donc affaire à suivre. Ils ont pris le temps pour Avatar 2, hein, mais bref. Bim. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu sur plateforme de streaming ? Ah, juste, sur quelle plateforme tu l'as vu, Le Diable ? Ah oui. Sur Prime Video. Prime Video. Ok. On précise comme ça, si les gens veulent retourner voir le film, ils savent où s'adresser. J'ai vu un film, je crois que c'était sur Netflix, et du coup pour vous faire deviner le film, je dirais que c'est Professeur Xavier à la ferme. Ah, oui, je vois parfaitement. Il est sorti l'an dernier, c'est un remake
Il est bon, il est bon. Attends, il y a James McAvoy dedans. Exactement. C'est ça. Speak No Evil. Oui, Speak No Evil. Exactement. Oh, yeah. C'est Speak Désolé. No Evil. Ouais, putain, Tout à fait. je voulais le voir, je l'ai pas vu. Et encore. je l'ai vu. Alors, Cette histoire de couple. on l'a lancé. Et je me suis dit putain mais attends par contre je crois que Rémi il en a déjà parlé. Non. Après je me suis dit ah non peut-être pas. Et elle m'a dit vous êtes con, vous faites pas des listes. Et je dis bah on en a parlé mais On n'en avait pas de liste. On en a commencé une. Oui. Et il faudrait vraiment qu'on. alors je veux pas me jeter des fleurs mais j'en ai commencé une. Et j'en ai commencé une. Toi aussi? Dans le drive, je te l'ai dit. C'est pas grave. Alors je veux pas me jeter des fleurs mais je suis un gros connard et je n'écoute rien. Non, mais vous êtes des bons. Du coup, j'ai vu Speak No Evil de James Watkins qui est sorti en 2024 et c'est une famille qui fait la rencontre d'une autre famille qui l'invite à leur ferme, mais ils sont chelous. Je trouve que c'est dommage parce que le film original, même titre je crois, est mi-Danemark, mi-Pays-Bas et il est sorti, attention, en 2022. Ah. Le remake est de 2024. Oui. Très Donc, rapproché. Déjà, C'est vrai, les ça- gars, ça sent pas très bon. Ça. attendez une quinzaine d'années avant de faire un remake. Trop bizarre ce truc chelou où t'as un remake américain qui débarque peu de temps après Ouais. pour capitaliser sur le modèle, enfin sur le. Ils aiment pas regarder Ils avaient- les ils avaient originaux. fait, Les Américains, non, ils aiment pas ça. Non, C'est bizarre. Ils avaient fait pareil avec Millennium. Hein. Millennium Oui, était c'est vrai. sorti très très proche Mais- de la je sortie sais pas danoise. si enfin là il y a le temps de faire un film et tout quand même, c'est-à-dire que le film il a dû sortir, l'original ils ont fait remake tout de suite. Tout de suite on fait un remake là. Mais je crois que historiquement, ça avait commencé, même avant. Mais j'ai l'exemple de Funny Games. Oui, il y bien a sûr. Funny Games US du coup. Ouais, ouais, mais ouais. du coup, le réalisateur, il s'est pas fait chier. Il a fait vraiment un copier-coller. Ouais. Ouais, ouais. Et le jeu, il a pris de nouveaux acteurs, mais c'est un copier-coller. Ben là du coup je serais curieux de voir l'original, malheureusement je n'ai pas pu le voir avant, je sais pas s'il est disponible, j'aurais dû me renseigner peut-être, mais tant pis. Ma copine a assez bien résumé le film, il s'est terminé, elle m'a regardé, elle fait alors c'est bizarre parce que il est nul et bien en même temps. Alors je n'utiliserai pas des mots comme nul parce que voilà c'est un peu fort, mais j'ai pas trouvé ça ouf quoi, c'est Ouais. un peu mi-figue mi-raisin, et une fois de plus j'aurais voulu voir l'original d'abord quand même. Le problème c'est que je n'ai eu aucun attachement au personnage. Ok. La famille donc qui va aller dans cette ferme, qui est invitée, bah la mère elle est un peu relou, le père il est un peu lâche, la fille elle est un peu relou aussi parce qu'elle tient juste à sa peluche. J'ai marqué c'est tous des couilles molles. Voilà à quoi ressemblent mes notes. Très Mais, professionnel. mais en fait je vous avais dit que c'était pas cinéphile élitiste. Hein. Non, mais t'as bien fait de le préciser. Mais je me sens comme chez moi, c'est ça. alors ça me fait plaisir. Et du coup je trouve qu'il y a aucune évolution des personnages et je trouve ça dommage dans un film qui se veut un peu horrifique, dramatique horrifique en tout cas. Normalement t'as un peu une évolution dans l'horreur, dans le truc comme ça et tout, et là je trouve qu'il y en a pas. Les personnages ils restent pareils du début à la fin, que ce soit du côté du méchant ou du côté des gentils quoi. Donc bon, le loser il reste un loser, voilà tout ça. Je trouve que c'est un truc manqué quoi. Ok. Et je trouve également qu'il n'y a pas vraiment de logique dans certaines actions, notamment du père, qui ne réfléchit pas normalement, j'ai l'impression, je sais pas. Tout depuis le début indique que, genre, le mec est bizarre. Vraiment, il le rencontre en vacances, le mec est déjà super chelou. Ils se disent pas, bah, on va juste pas aller chez lui. Ils reçoivent une lettre plus tard alors qu'ils sont de retour de vacances et tout, et ils disent, ah, ce serait peut-être une bonne idée d'aller dans ta ferme perdue, quoi. Genre, Il parle comme ça dans le film. Oui, il parle comme ça tout le long du film. Je suis Jean-Michel imitateur. C'est exactement ça. Tu voulais pas interviewer Mickey, c'est pas ça qu'on disait tout à l'heure? Ah, mais... non, je veux plutôt Donald. Oh putain, non, là, c'est on appelle- au-dessus de. Ah, Je peux faire Raphaël Quenard si tu veux. On appelle Anto pour Oui, Anto le fait très bien. Au j'avoue. secours. Non, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait une direction d'acteur qui était pas au top. C'est-à-dire que j'adore James McAvoy. Tu vois, on parlait d'acteurs sous-cotés. James McAvoy, pour moi, il mériterait qu'on le voit plus. Alors Il est là, trop on est fort. d'accord, mais c'est vrai, ma copine disait, on dirait que je regarde un peu son personnage de Split C'est par ce que j'allais moment. dire, ouais, le perso fou. Ouais, et j'avais pas pensé, mais j'ai dit ah putain, mais t'as pas tort. Et en vrai, le problème c'est que l'acteur joue vachement bien, même l'acteur qui joue le père en général il joue bien et tout machin, mais je trouve qu'ils sont très mal dirigés, et vu qu'ils n'ont pas d'évolution, bah tu peux pas vraiment te dire ah ouais putain la performance là elle est ouf, puisque le taré est taré dès le début, donc Ah, mais dès le c'est début. pas de- hein, bah vraiment. tu le sens, c'est vraiment, il est gênant dès le début. Oui, quoi. oui. C'est Ils sont vraiment- pas sympathiques, oui, Ouais, gênants, c'est ça le truc. tu rencontres ces gens-là en vacances, tu traînes pas avec eux. Je suis désolé, mais c'est
c'est non quoi. Voilà, j'ai marqué intérêt de faire un remake 2 ans après, point d'interrogation. Il y en a pas, je trouve en tout cas. Hein. Même au niveau de la mise en scène, au niveau des images, je trouvais que ça correspondait pas à l'ambiance. L'image était trop nette, les lumières trop clean, tout est très propre, je trouve. Et c'est dommage, ils auraient pu ajouter un petit cachet, un petit esprit dramatique, horrifique, quelque chose, du grain, j'en sais rien moi. Ouais. Et en fait, dernier problème, je trouve, c'est que il y a tellement de scènes où ils disent attention, il va se passer quelque chose, attention, et finalement il se passe rien. C'est ça continuellement pendant une grande partie du film qu'au bout d'un moment tu fais bah, ça m'emmerde. Okay. Je me lasse là, je m'ennuie en fait parce que je sais que vous me dites il est chelou hein, mais pour l'instant il se passe rien. Donc à part évidemment dénouement final, trucs comme ça. Ouais. Je trouve ça dommage parce que ça devient ennuyeux quoi. Après voilà, toujours un plaisir de voir James McAvoy évidemment. Il y a des trucs que je dirais qui sont intéressants. J'aime bien le personnage du gosse de James McAvoy par exemple. Mais voilà, il y a la gêne marche très bien. Donc, Je suis très mal à l'aise pendant certaines scènes. Toi, tu l'as vu en VO sous-titré ? Oui. Ok, et du coup, ça gêne aussi. Enfin, je veux dire, le film est gênant aussi. Ah oui. Ok, parce que c'est vachement dans. En fait, moi, quand je vous parle de côté gênant, excuse-moi, je te coupe, mais c'est dans les dialogues, dans les interactions. C'est gênant quand il n'y a pas vraiment d'horreur. C'est genre ce côté psychologique, dialogue qui te met mal à l'aise, quoi. Parce que ça, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas la traduction qui nous rend le truc gênant, mais si tu l'as vu en VO. Non, mais après, c'est censé être gênant. Le personnage de James McAvoy est censé te mettre mal à l'aise. Ouais. C'est vraiment, il fait des blagues pas drôle, il est lourd, des choses comme ça, il insiste. Et c'est moi ou quoi? Ah, génial. Mais il y a vraiment un truc de pourquoi t'y es allé quoi dans cette ferme, je comprends pas. Oui, déjà de base t'es incohérent. Ouais, ok, on n'a pas d'amis encore à Londres, je m'ennuie un peu, mais le mec est bizarre, c'est vraiment un mec que t'as pas envie d'inviter à la soirée. Ouais, du coup c'est la sortie du film. Alors je crois que les critiques par rapport à l'original, c'est que contrairement à la version américaine, dans la version originale, c'est vraiment des persos très sympathiques. Ouais, sur ce côté où vraiment t'es avec la famille qui du coup rejoint l'autre famille bizarre, mais pour le coup dans un premier temps il les trouve vraiment sympathiques et t'es dedans. Là en fait c'était l'une des premières critiques. C'est vraiment une famille qui se veut sympathique, mais tu sens la gêne dès le début en fait. C'est vraiment, il y a des trucs t'es là, mais jamais dans la vie jamais dans la vie tu vas faire ça, quoi. Ouais, voilà. Ouais, du coup c'est ta sortie du film. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Et ça me désole de parler de deux films que j'ai pas adhéré, mais vraiment ça arrive, hein. Ça arrive. Là dernièrement j'ai vu que ça et à part tout Kaizen. Mais par contre, oui, un dernier truc que j'ai failli oublier, pardon. Je bossais au cinéma quand le film est sorti, je voulais le voir, j'ai pas eu le temps. Mais il y a beaucoup de gens qui sortaient du film en disant ça fait pas du tout peur hein. Alors, je rappelle aux gens qu'il n'y a pas juste un type de film d'horreur, comme il n'y a pas un type de film comique. Si vous y allez pour voir, j'en sais rien, moi, Terrifier, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est pas Conjuring non plus, quoi. Alors, Terrifier ne fait pas peur non plus. Voilà. Non, mais il fait rire. Et là, c'est plus sur ça se veut, en tout cas, plus sur le côté psychologique, même si, pour moi, ça pêche un comme, ah non, c'est de l'abricot, mon cher. Bref. Non, c'est de la pêche. C'est de la pêche? C'est de la pêche. Mais du coup, non, ça pêche. Ça pêche, voilà. Ok, bah, peut-être que les gens, ils ont vu Evil dans le titre. Mais je pense que ça fait peur. C'est exactement ce que j'ai dit aussi. Je pense qu'ils se sont dit, ouais, il y a une entité diabolique ou quoi. Et je pense que la com s'est beaucoup basée sur ça, sur le fait que c'est un film d'horreur, machin. Ah, et sur l'affiche, c'est James. Ouais, j'ai beaucoup à dire. Je suis en forme. Sur l'affiche, c'est James McAvoy en mode méchant qui fait chute comme ça avec son doigt. Mais laissez un peu de suspense peut-être, genre mettez pas le mec. Ah bah lui il va être méchant, hein. Ouais. Même si tu le sens dès le début, mais je trouve ça un peu dommage, même si c'est plus vendeur peut-être. Voilà. C'est assez rare que ça arrive dans ce podcast, mais du coup tu m'as pas du tout donné envie de voir le film. Je t'explique pourquoi, parce que j'avais pas je ne savais pas que c'était un remake d'un film européen si récent. Et du coup, ça pue le film qu'on a fait pour faire du fric. Oui. Et capitaliser pour capitaliser et faire du fric facilement et rentrer un peu de thunes à l'académie pour peut-être financer d'autres projets, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, du coup, ça me donne moins envie de voir le film. Dommage. Autant voir le film original. Contrairement à Avatar qui est pas pour faire le fric. Ah non. Film d'auteur, indépendant. Je vois pas. Je dis ça, mais j'adore Star Wars, donc je suis en ma gueule. Et toi, Rémi? Alors moi, sur Netflix également, pour vous le faire deviner, c'est un des films d'animation. Alors je crois que c'est 2024 et pas 2025. C'est un des films d'animation qui a fait le plus parler de lui en 2024. Et ce n'est pas Flo, je précise. Les Mignons? Non, attends, comment vous le faire deviner? Papaye. Alors c'est un pur hasard, mais c'est aussi un film écologique. Un film écologique. D'animation. Et c'est pas du Disney. Ah,
Ah, c'est pas Disney. Parce que, à part le robot. Le robot. Ah, le robot sauvage. Je trouvais le robot petit. sauvage. J'avais le. Quel excellent film. Putain, je veux trop le voir. Il est excellent pour Il moi. faut que je le vois. J'ai détesté. Non, pas du tout. Je l'ai sortir. Non, le plot twist. Adieu. Non, vraiment. Alors évidemment, j'ai passé un moment délicieux. Je pense, par contre, en toute honnêteté, mon cher Tristan, qu'on me l'a survendu. Du coup, au niveau de son histoire, je suis un tantinet déçu, dans le sens où ça réécrit rien. Tu vois, ça m'a rien proposé. Ah, genre on t'a dit que c'était novateur et que c'était complètement oui, ça a été beaucoup. Vu le bruit que ça a fait, je m'attendais à un truc vraiment fou. Ok. Tu vois, un peu comme Arco. Arco, c'était fou complet. Ouais. Il y avait un vrai truc qu'on j'ai pas n'avait vu. jamais vu. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Franchement, Fonce, hein. beau film. Ok. Fierté française, ça. Hein. Ça, c'est bravo, monsieur. Hugo, bienvenue. T'es bienvenu dans le podcast pour Allez. qu'on parle de ton film. Bref, alors voilà, c'est juste, je m'attendais peut-être à autre chose au niveau de son histoire. Néanmoins, j'ai passé un délicieux moment. J'ai chialé comme il le fallait. Ce film veut vous faire chialer. Moi je l'ai sachez-le. pas encore regardé parce que tout le monde me dit qu'ils ont chialé. Du coup, j'ai peur de pas chialer. Tu Ça va fais de me frustrer. grosses chialades, ouais. Mais j'ai envie de chialer en voyant Alors le film, moi, mais j'ai c'était peur que- pas une grosse chialade, mais à la fin, tu sais, j'avais vraiment les larmes qui tombaient toutes seules et j'étais en mode, c'est beau. Ah, parce que moi, je suis très émotif dans les films. Ah bah, Je pleurais ouais. pour rien, et là, pour le coup, c'est vrai. On est pareil, je pense. Ouais. Surtout Et il y a quand même des trucs que j'ai vraiment adoré dans le film, et pour moi le vent de fraîcheur, il est pas spécialement dans son scénario, il est dans la façon de mettre en scène la faune et la flore dans le film, surtout la faune, hein, plus que la flore. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas une version édulcorée de ce qu'est la vie sauvage, c'est-à-dire que dès le début du film, on te fait comprendre que les animaux entre eux, ils se tuent. Et c'est normal. Genre, c'est ça la chaîne alimentaire, tu vois. Et il dédramatise complètement ça. Ce truc où, tu vois, très à la Bambi, ou peu importe, même un documentaire animalier, des fois, enfin, moi, ça m'arrive des fois de regarder des documentaires animaliers, et quand le guépard saute sur la gazelle, je suis en mode, non, la pauvre gazelle, tu vois, genre, j'anthropomorphisme vraiment les rapports entre espèces. Et dans le film, dès le début, on te dit, tu crois que c'est un film pour les enfants, c'est pas que un film pour les enfants, et on dédramatise tout de suite ce côté édulcoré qu'on peut avoir de la vie sauvage, en mode oui, il y a des prédateurs qui peuvent manger des écureuils, et l'écureuil que tu trouves trop mignon dans le film, à tout moment ils peuvent se faire bouffer. c'est Game of Thrones. Mais, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je me suis dit, ok, il place le niveau de maturité. En fait, il s'adresse pas, même si c'est un film familial, il s'adresse pas aux enfants comme si c'était des débiles. Et ça, c'est bien. j'ai adoré. Et c'est tiré d'un bouquin pour enfants. Ah, excellent. Et ben alors c'est encore mieux. Ouais. C'est encore mieux parce que si c'est pareil dans le bouquin, et ben je trouve ça génial parce que ça prend pas nos gosses pour des cons. Pourquoi je dis nos gosses, j'ai pas de gosses, mais ça ne prend pas le jeune public pour des cons, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais ça c'est bien, faut arrêter de prendre le public pour des cons. La seule critique, et cette fois-ci c'est ma femme qui l'a faite, donc ma femme qui s'appelle Maud, vous le savez, il y a un petit côté quand même, n'ayez pas peur des robots qui arrivent. Un peu. Un peu. Un petit peu. Moi j'ai très peur. Alors moi je l'ai pas ressenti comme ça. Mais si Maud l'a ressenti comme ça, c'est que je pense qu'il y a une partie du public qui peut l'interpréter comme ça, ce que je comprends totalement. Après, est-ce qu'on se disait pas exactement la même chose aussi avec le géant de fer? Enfin, on peut se faire la même réflexion en tout cas. Mec, je lui ai fait exactement la même. C'est exactement la même chose. Ouais. Terminator, quoi. J'ai pas de problème dans Terminator. Moi... Si. Ouais. Après, c'est James Cameron, il aime beaucoup la technologie. Hein. Mais non, mais oublier. Je vois ce qu'elle veut dire. Enfin, j'ai pas vu le film, mais j'imagine. Moins protecteur, le Terminator. Ah, ok. Après, c'est un point de vue. Hein. Mais là, c'est un robot qui protège la nature. Donc, est-ce que ce serait pas. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que à la base, il est pas programmé pour protéger la nature. Oui, c'est mais on va pas trop spoiler. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as pointé du doigt sur le fait qu'on te l'a beaucoup survendu, mais je pense que c'est surtout parce que face au spectre cinéma qu'il y a eu à l'époque par rapport aux autres films d'animation, tout simplement, ça sortait un petit peu du lot de par son animation, de par son intensité au niveau des émotions. Je trouve que ça place la barre très haute. C'est DreamWorks qui... DreamWorks. Ouais, c'est chez DreamWorks ça. Et bah pour le coup, après Kung Fu Panda, je pense que c'est l'un de mes films préférés DreamWorks. Mais n'empêche, t'as vu 2 films écolo. Oui, et c'est pour ça que j'ai dit c'est un hasard complet, c'était pas du tout prévu. Ouais. Ben moi pareil, parce que en fait j'ai vu 2 films sur les familles. Et ben voilà. Toi t'as vu juste 2 films. J'ai juste vu et c'est très bien. C'est très bien. Franchement. Non mais voilà, heureusement. Le robot sauvage, très cool, je comprends son succès, c'est un très beau voyage. Je trouve vraiment que je le vois. Très belle poésie. Je crois qu'il est sur Canal aussi, il me semble. Ben moi je l'ai vu. Ah non, je l'ai vu sur Netflix. Tu as vu sur Netflix? Oui, il est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Ouais. Très bien. Une dernière chose qui m'a... Comment moi j'ai ressenti vraiment le message du film, c'est plus le fait que à la base t'es peut-être pas programmé
programmé justement pour accomplir certaines choses dans la vie. Et finalement, c'est pas ta nature qui compte, c'est ce que tu fais pour aider l'autre qui compte. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai intégré le film et j'ai adoré le film pour ça. Oui. Donc voilà, les amis, on arrive gentiment au bout de cet épisode. Mais mon cher Tristan, nous n'en avons pas fini avec toi. Nous aimerions beaucoup découvrir un petit peu ta cinéphilie. Et pour ça, il nous reste un dernier segment à vivre ensemble. Un segment qu'on appelle ici le segment du dernier qui. Donc, le dernier film qui. C'est une suite de questions avec évidemment le dernier film qui t'a fait ressentir différentes choses. Est-ce que tu es partant ? Eh ben écoute, je suis prêt, je vais essayer de faire fonctionner ma mémoire comme il faut. Je suis très mauvais. Bon courage. Et on commence avec le dernier film qui t'a fait rire. Qui m'a fait rire de nerfs, je pense que c'est Five Nights at Freddy's 2. Ok, très bonne réponse. Ouais, On a oublié qu'il était sorti lui. Ouais, parce que j'ai pas forcément de films qui m'ont fait extrêmement rire là ces derniers temps, mais là en tête c'est ça, parce que vraiment il y a rien qui va dans ce film. J'ai vraiment rigolé en mode mais mon Dieu, c'est quoi cette merde. Il paraît que c'est un bon gros nanar. Ah mais vraiment, c'est le pire que j'ai vu là depuis ces derniers mois. Ouais. Mais il y avait un truc à faire avec cette franchise. Ah oui, il y avait un truc à faire. Et ils ont fait le caca. Le dernier film qui, à contrario, t'a fait pleurer. En tête, je dirais le film Amélie et la métaphysique des tubes. Ah, il paraît que c'est génial. Il faut vraiment que je le vois. Un très Tout beau le monde film d'animation. conseille. Je l'ai vu en début d'année 2025 et je pense que c'est le film qui m'a vraiment le plus marqué de cette année-là, et je m'en souviens encore aujourd'hui de ces émotions que j'ai eues, et merveilleux. Ce film, il faut absolument qu'on le rattrape, tout simplement parce que déjà on avait reçu Javier et Axel qui sont illustrateurs pour du cinéma d'animation, qui nous l'avaient recommandé fortement. Et ça tombait pile poil quand nous on a découvert Arco. Et du coup là, en bon créateur de contenu sur le cinéma, j'ai fait mon top 5 2025 et Arco était dans mon top 5. J'ai eu un commentaire, j'ai eu même plusieurs commentaires qui disaient j'ai préféré la mécanique des tubes. Donc je me suis dit métaphysique, pardon. Et je me suis dit si des gens ont vu les deux, Arco, c'est tellement fou, déjà, c'est tellement sublime, c'est tellement beau. S'il y en a qui ont encore plus préféré la métaphysique des tubes, c'est que le film doit être fou complet. Je dis pas qu'il est mieux qu'Arco ou quoi, je dis juste que ça doit être une proposition folle complète. Du peu que j'ai vu de la métaphysique des tubes, je pense que moi c'est plus le dessin qui va me plaire. Ok. Ah oui, l'image sert la narration, et pareil, la narration sert l'image, et c'est sublime. Et en plus c'est tiré de la biographie d'Amélie Nothomb. Elle était impliquée dans le projet, parce que de base c'est l'histoire de l'enfance d'Amélie Nothomb. Ok, d'accord, je savais pas du tout. Voilà, de ses premières années, de sa vie au Japon. Ok. Ouais. Le dernier film qui t'a déçu? C'est compliqué parce qu'il y en avait pas mal qui m'avaient déçu. Je suis très exigeant, donc. Ouais, c'est pour ça. Je suis vraiment le gars chiant. Là récemment j'ai vu le film Borderland et il m'a extrêmement déçu. Ok, j'imagine. J'ai pas osé aller le voir. C'est vraiment, à l'époque déjà j'avais la flemme. Là je l'ai vu parce que j'avais rien à faire, et là pour le coup moi qui suis très fan des jeux vidéo Borderland, c'est encore un énième jeu, un énième film qui se base sur un jeu avec un plot qui tient pas debout, des acteurs qui jouent mal, Kate Blanchett qui est en roue libre, vraiment mais elle joue mal dedans, vraiment. Ce qui est fou parce que c'est une grande actrice, c'est Kate Blanchett. Très bonne actrice, mais là tu sens qu'elle est là pour son cachet, qu'elle en a rien à faire, pour rien à ce qui se passe. Alors qu'elle est très bien dans Jarmouche. Ok, à contrario, le dernier film qui t'a réellement surpris dans le sens où tu ne t'attendais pas à ce que tu as découvert dans ce film. Je me rappelle du film Sirat. Oh. Ah oui. Ouais, qui a beaucoup fait parler de lui, ce film qui a énormément divisé. Je me souviens que j'avais parlé à d'autres créateurs qui m'ont dit mais ce film c'est nul, c'est cliché sur 20, c'est un peu problématique, le réalisateur est problématique. Moi c'est des choses que je savais pas du tout avant de voir le film, mais je l'avais vu pareil. Comme ça, et c'est vrai qu'au fur et à mesure du film, j'étais en mode ça va être un film sur l'histoire de ce qui se passe au Maroc, sur la rave, la rave, techno, ce genre de trucs, mais des trucs un petit peu plus complexes. Mais non, très 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 surpris, parce que pour le coup c'était la première fois depuis un moment que vraiment j'étais dans une salle de cinéma et que je me tenais la bouche en mode mais merde, qu'est-ce qui vient de se passer pendant genre 15 minutes. Ouais, j'ai adoré le film. Il faut vraiment que je le rattrape, hein. Vous êtes trop nombreux à me dire que c'est un vrai moment de cinéma, quoi. Ouais. Donc faut vraiment que je rattrape ce film. Le dernier film d'animation que tu as vu? Je me suis revu le Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Ah, ok, excellent. Très fort. C'est encore une fois l'un de mes films Spider-Man préférés, ne serait-ce que mon film Spider-Man préféré all time. Ils sont trop bien, les films d'animation. Ouais, et j'attends impatiemment le 3. Et ce que je trouve fou, c'est que j'ai l'impression que ce film a vraiment changé les choses dans l'animation. Ouais.
parce que j'ai l'impression que l'animation grand public, c'était un style qui avait du mal à se renouveler ou qui se perfectionnait peut-être avec des studios à la Pixar, tu vois, qui faisaient des textures de plus en plus réalistes, tout ça, mais où il y avait plus vraiment d'âme créative. Et je trouve que quand ils ont sorti ce Spider-Man là, ça a redistribué les cartes. Et derrière, on a eu par exemple le Chapeauté 2 de chez DreamWorks. Et j'aime DreamWorks parce que ils ont, à l'inverse de Disney qui aime pas trop prendre des risques parce que le portefeuille la avant recette tout. qui marche. Voilà. Et DreamWorks, eux, ils sont un peu plus en mode vas-y, on la tente. C'est ça. Et honnêtement, pour moi, le Chapeauté 2 est pareil, un des meilleurs films d'animation en termes de visuel créatif que j'ai vu. J'ai pris une gifle et je pense qu'on la doit à Spider-Man. Oui. Et Wild Robot, un peu moins que le Chapeauté, mais il y a aussi ce côté un peu peinture. Je sais pas si vous avez vu Tortue Ninja aussi. Oui, non, il paraît qu'il est génial. Il est vraiment top. Et pareil, niveau animation, vraiment je suis très fan des Tortues Ninja et j'aime beaucoup ce qu'ils ont apporté. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Ouais. Ok, et pour finir, le dernier film pour toujours, s'il ne fallait en garder qu'un seul. Un seul, oh mon Dieu, c'est tellement difficile. Pour la jouer nostalgie, pour la jouer perso, je pense que le film qui m'a le plus fait vibrer, qui m'a vraiment donné envie de donner pas corps et âme au cinéma, mais qui m'a donné envie d'exploiter à fond cette passion, c'est un peu cliché parce que je suis très fan du personnage, mais le film The Dark Knight. Ok. Voilà, de Christopher Nolan, sorti en 2008, voilà, le deuxième de la trilogie. Le seul film que j'ai vu 5 fois au cinéma à son époque. Ah ouais, donc j'avais 10 ans. J'allais voir ce film à 10 ans. Mes parents, ils avaient pas de problème à aller voir ce film-là, mais j'étais tellement fan de Batman et vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai compris que à quel point le cinéma pouvait être important pour transmettre des émotions, transmettre des thématiques fortes, te faire voyager, te faire pleurer, te rendre content. Enfin, c'était vraiment un grand moment pour moi et qui a marqué toute ma vie de cinéphile, quoi. C'est un très bon choix. Ouais. C'est la première fois qu'on nous sort un Batman en le dernier film mais c'est c'est je peux le comprendre. Ouais. C'est pour ça que Nolan, il a une place toute particulière dans mon cœur. J'étais obligé d'en parler, tout simplement parce que c'est le film qui m'a marqué étant petit. Peut-être pour l'Odyssée, il t'invite à Paris. Mais là, l'objectif vraiment de cette année, c'est de pouvoir avoir l'opportunité d'interviewer ne serait-ce que le cast du film de l'Odyssée. Incroyable, mais je souhaite, parce que... C'est vraiment mon objectif et rien que pour ça, tu vois, je me donne à fond pour... T'es hypé ? Ouais, je suis... Malgré la déception que j'ai eue lors de la sortie d'Oppenheimer, parce que, avec du recul, j'ai été un moi, déçu du film. J'étais déçu par Oppenheimer. Voilà, on en a fait beaucoup de caisses lorsque c'est sorti tout. De toute façon, c'est le phénomène, c'est Nolan, etc. On peut le comprendre. Mais avec du recul, je trouve qu'on en a fait des caisses sur ce film, bien qu'il soit bon, mais pas excellent. J'attends quand même sa relecture et son point de vue de l'Odyssée d'Homère. Ça vend du rêve et je peux que attendre. Ouais, moi je suis dubitatif parce que visuellement, je sais que ça va être fou, c'est Nolan, et en même temps, alors pour quelqu'un qui regarde pas les bandes annonces, j'ai été entre guillemets forcé de regarder le prologue. Ça dure quand même 5 minutes. C'était comme une bande annonce avant Avatar 3, et il y a un moment où je me suis dit, je me suis trompé de salle. Il est sorti en avance. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, non. Parce que t'étais pas au courant. Je pense que si t'avais été complètement. Au courant, je me tiens pas au courant des sorties des bandes annonces et du projet, et je savais pas que c'était en fait un prologue. Moi, je savais pas non plus. Je savais qu'il y avait la bande annonce avant Avatar, mais c'est une invitation à aller voir le film. En fait, c'est pas juste une bande annonce. Les amis, cette fois-ci, c'est la bonne. On arrive vraiment au bout de cet épisode. Tristan, un grand merci. On espère que t'as passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment. Merci à vous pour cette invitation. Je kiffe parler cinéma, surtout avec des passionnés comme vous. Et merci. Vraiment, c'est un réel plaisir. Si tu es partant, écoute, on te réinvitera avec grand plaisir. Ah oui. On laisse passer un petit peu de temps histoire d'avoir du contenu à ressortir à ton prochain passage. Mais on peut te mettre dans la liste des à réinviter avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver concrètement si on veut suivre tes aventures? Retrouvez-moi si vous voulez sur le compte Anecdote de Tristan, sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, où je parle de ma vie, je parle d'anecdotes qui se passent dans ma vie, mais aussi de cinéma, de littérature, de plein de choses qui me passionnent. Et pour le côté un petit peu plus pro, mais plus orienté science, retrouvez-moi aussi sur Futura Science, du coup sur les réseaux de Futura, où j'incarne et je fais des interviews, pas que sur la science, je parle aussi un petit peu de cinéma. Vous pouvez me retrouver principalement sur ces canaux. On n'y manquera pas, dans tous les cas, on vous mettra les liens, évidemment. Oui. Mon cher Pierrick. Pierrot Cinéma, comme d'habitude, sur tous les réseaux. Je parle de cinéma, de choses que j'aime là-dedans en tout cas. Et je vais peut-être me concentrer cette année un peu plus sur le côté éducatif.
et vous expliquer des trucs du cinéma. Et j'essaie de trouver un peu une ligne éditoriale. J'en serais ravi parce que pour la petite anecdote, nous allons accompagner les élèves du lycée Bristol de l'option cinéma sur la production d'un de leurs courts-métrages. Et c'est une première pour nous. Et on a découvert un Pierrick très pédagogue sur l'écriture d'un scénario. Excellent. Tu es très bien passé en professeur d'écriture de scénario, donc pour moi tu as tout à y gagner à devenir un petit peu plus pédagogue dans tes contenus. Bah merci beaucoup. Et toi, on peut trouver... Pour ma part, vous pouvez me retrouver évidemment avec la chaîne Movies, MOUVIZ, où je vous partage des anecdotes de cinéma. Pour le moment, je ne peux pas faire plus vu mon setup de travail chez mes beaux-parents. Et évidemment, les amis, n'oubliez pas de suivre le podcast sur les réseaux, principalement Instagram, mais aussi TikTok. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, mais également sur la chaîne YouTube de Capsule Pictures. D'ailleurs, ne manquez pas d'aller suivre également l'association Capsule Pictures, car c'est elle qui produit ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, évidemment, les 5 étoiles, le commentaire, le soutien, le partage. Et on a à peu près tout dit. On est prêt à clôturer cet épisode. Une dernière intervention de ma part, si je puis accaparer un peu le temps de fin de cet épisode. Mais parce que je me suis aperçu que toute l'année dernière, j'ai pitché et teasé les gens sur mon putain de court-métrage. Et au final, dit qu'il avait été projeté. J'ai pas dit qu'il avait été projeté. Quel échec. Échec critique. Donc, pour les personnes qui nous écoutent depuis la saison 1, enfin, surtout depuis la fin de la saison 1, date à laquelle j'ai tourné mon court-métrage, sachez qu'il est enfin passé au cinéma. C'était le 16 décembre à la projection Capsule Pictures. Tristan fait partie d'ailleurs du public qui ont pu le voir en exclusivité en avant-première à cette projection. Alors, cette fois-ci, je peux vous le dire, le titre de mon court-métrage, c'est Va te faire foutre. Et le synopsis, c'est l'histoire de deux potes, pardon. Il y en a un qui se réveille un matin et qui arrive à transformer des gens en objets. Il essaye de raconter tout ça à son meilleur pote et les choses ne se passent pas totalement comme prévu. Donc voilà pour ce que je ne pouvais pas vous dire avant la fin de la post-production. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui voudront voir le film et écoutez, je suis désolé de vous décevoir, mais le film va partir en festival et donc du coup pendant 2 ans, malheureusement j'aurai pas l'intégralité des droits de diffusion, donc on pourra le voir que en festival ou à des projections privées. Donc pas de va te faire foutre sur YouTube pour le moment. En tout cas, c'était un plaisir de faire une réécriture, une coécriture avec toi sur ce court-métrage. Et petite dédicace à José qui a joué dans le film, qui joue le patron. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais ça y est, il a eu une petite fille. Je l'ai vu tout à l'heure. Félicitations. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc pour les personnes qui suivaient les péripéties de ce court-métrage, il est sorti, il a été vu, il a été globalement apprécié en tout cas le 16 décembre et j'en suis ravi, ça m'a beaucoup touché. Et maintenant, on lui souhaite de trouver sa petite place en festival de court-métrage. Les amis, on vous fait d'énormes bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.